Bonjour, je suis Guillaume Azema du cabinet Hector Advisory et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce podcast Entreprise Curieuse Sophia Merlot. Alors, Sophia Merlot a effectué l'ensemble de sa carrière au sein du groupe BNP Paribas. Elle la débute en septembre 1985 pour suivre une clientèle d'entreprise au siège, puis en agence et en région, où elle dirige de 1996 à 2000 le centre d'affaires de la région Sud-Ouest en France. En 2000, elle rejoint la direction des ressources humaines du groupe BNP Paribas comme gestionnaire de carrière, puis comme responsable de la gestion des carrières pour l'ensemble du groupe mi-2004, époque à laquelle elle lance une politique de diversité du groupe. Sophia intègre ensuite en février 2009 la banque privée en France en tant que directrice commerciale pour en prendre la direction en 2010, devient co-CEO du métier Wealth Management en 2012. En mai 2020, elle rejoint de nouveau les ressources humaines du groupe en tant que HR Senior Advisor. Et depuis le 1er novembre 2020, Sophia Merlot est directrice des ressources humaines du groupe et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas. Elle est diplômée d'HEC et vous voyez, son parcours est extrêmement intéressant, varié, et c'est pour ça que nous sommes venus l'interviewer aujourd'hui. Bonjour Sophia. Bonjour Guillaume. Merci de nous recevoir chez BNP Paribas. Merci d'être là. Comme on démarre à chaque fois dans ce podcast, la première question qu'on a envie de poser, c'est pour vous, quand on parle de curiosité en entreprise, qu'est-ce que ça signifie ? Je pense que la curiosité, c'est la meilleure façon de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et je dirais que moi, j'ai eu plusieurs jobs dans l'entreprise et quand je m'occupais de clients entreprises, j'adorais aller voir leurs usines parce que je trouvais que ça donnait du sens au financement que j'allais leur proposer. Tout comme quand en DRH, je vais voir le terrain parce que ça donne du sens aussi à ce que l'on fait, à mieux comprendre les gens. Donc, être curieux, c'est donner du sens à ce que l'on fait de façon à long terme. Et alors pour vous, quelles sont les preuves du coup concrètes qu'une entreprise fait preuve de curiosité ? Je pense, par exemple, chez BNP Paribas, on est une entreprise curieuse parce que d'abord, on est une entreprise apprenante pour nos collaborateurs. Dès très tôt, si je donne quelques exemples, on a créé un CFA d'entreprise qui est B-School, qui nous permet d'aller voir des collaborateurs même au lycée, puisqu'on les prend à bac, pour justement les amener à faire des études d'apprentissage, que ce soit dans le commerce ou dans l'IT, parce qu'on a besoin des deux. Et donc, justement, c'est faire comprendre ce que c'est que la banque et les amener à tant travailler à apprendre encore de façon académique, mais aussi à travailler sur le terrain pour mieux, je dirais, travailler ensuite dans leur carrière. Et puis, l'autre sujet qui est important pour nous, c'est on pense qu'on apprend mieux on the job. Donc, être curieux, c'est aller d'un poste à l'autre. Et donc, on favorise la mobilité interne, on la favorise entre les métiers et les fonctions. Sur 180 000 collaborateurs, l'an dernier, on a fait 21 000 mobilités. Donc, c'est important. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de voir les collaborateurs qui bougent vraiment d'un métier à un autre ou d'un métier à une fonction. Et là, on en a 1 sur 4 qui bouge d'un métier à une fonction. Donc, ce qui veut bien dire que ils sont curieux pour aller découvrir autre chose. Et surtout, pour nous, c'est important parce qu'au bout du bout, on sert des clients. Donc, ça sert des clients. Et donc, le plus ils connaissent différents métiers, le plus ils sont capables d'apporter cette offre de service à nos clients. Donc, c'est, on va dire, un cercle vertueux que de travailler à cette mobilité interne. D'accord. Et ça rejoint l'exemple que vous nous donniez sur vous-même, puisque vous avez fait des financements de l'entreprise et puis maintenant de la RH, et de savoir et de connaître tout ça, ça vous aide probablement dans votre métier aujourd'hui. Exactement. De mieux comprendre comment se passe le groupe, ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus large de ce qui s'y passe et de comment y répondre au mieux. D'accord. Alors la curiosité, c'est pas une valeur forcément simple à définir. Pour autant, on rencontre aussi beaucoup de freins dans l'entreprise, parfois qui freinent qui empêchent cette curiosité. Qu'est-ce que vous avez constaté dans votre carrière, peut-être au sein du groupe, sur les freins à la curiosité ? Je pense qu'en fait, vous avez des collaborateurs qui vont pas forcément être trop curieux ou rester dans leur couloir de nage. Alors souvent, on va dire que les experts vont rester dans leur couloir de nage. Pour autant, ils peuvent être curieux parce que l'expertise, elle permet aussi d'aller creuser des sujets. Donc, je pense que c'est aussi ça qu'il faut valoriser. Pour autant, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que ça, c'est toujours aussi important ? Donc, comment est-ce qu'aussi on se met à jour de ces connaissances ? Puisque si on voit aujourd'hui avec tous les sujets d'IA et autres, de data, c'est comment on reste toujours curieux sur l'évolution de sa propre expertise. Et donc là-dessus, on va être très attentif à pousser ces collaborateurs-là à être davantage
curieux s'ils ne le sont pas. Donc, on a des événements comme la Data Week, par exemple. Donc, pendant une semaine, ça fait maintenant quelques années, on propose à des collaborateurs beaucoup d'interactions sur les sujets de la data, qui sont très importants. On a aussi l'IA Summer School. Donc, on a un centre de formation dans lequel on fait en mode hybride, mais il y a à peu près 4000 collaborateurs qui viennent maintenant chaque année à cette IA Summer School avec des intervenants internes et externes pour justement s'ouvrir à tout ce qui peut se passer en la matière pour que justement cet expert-là puisse ensuite récupérer cette information par cette curiosité un peu apportée et qu'il la mette en œuvre dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que vous avez lancé par la direction des ressources humaines. Enfin, la DRH a eu un rôle tout particulier dans le lancement de ces initiatives, alors. Oui, tout à fait. C'est, je dirais, la DRH et puis les experts. Tout comme la DRH va aussi apporter des sujets, on va dire, plus larges par les Career Days. Parce que quand on dit que la mobilité interne est importante, on va chaque année proposer pendant un mois que beaucoup de pays, donc cette année on en a eu 45, proposent aux collaborateurs des conférences, des webinaires, des speed meetings pour découvrir les 300 métiers du groupe. Donc, on a 45 pays, on a à peu près 20 000 collaborateurs qui ont participé. Et ça permet là aussi de pousser les gens à être curieux parce que finalement, un métier, c'est pas simplement le titre qui parle, c'est qu'est-ce que ça veut dire derrière dans mon day-to-day, au jour le jour, qu'est-ce que je fais. Donc, qui mieux que les collaborateurs ou les managers puissent en parler. Donc ça, c'est effectivement les DRH qui s'arrangent à proposer tout ça aux collaborateurs. D'accord. Et j'allais dire, justement, je rebondis sur les 300 métiers dont vous parliez, avec, j'imagine, des cultures différentes, peut-être des pays différents. Comment, dans une organisation comme BNP Paribas, on diffuse, on anime cette curiosité, et notamment en tant que RH? Je pense qu'il y a différents leviers. Il y a d'abord faire savoir ce qui se passe, donc communiquer. Donc, c'est trouver les bons moyens de communication. Donc, j'en ai déjà donné quelques-uns. Après, c'est aussi écouter les collaborateurs, comprendre finalement c'est quoi à un moment donné leurs attentes, leurs sujets de préoccupation, leurs sujets de fierté. Donc là, on anime régulièrement des pulses par les différents métiers, et justement avec des plans d'action derrière, parce qu'on veut que ça soit au plus près des équipes et des métiers. Et puis on peut aussi animer des enquêtes plus larges. On fait tous les 2 ans une enquête sur tout ce qui est éthique et inclusion, ou conduct et inclusion, plus exactement. Et on va justement poser des questions pour savoir finalement comment les collaborateurs se retrouvent dans l'entreprise et est-ce qu'ils ont bien tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on veut leur proposer. D'accord. Et si on voit que dans certains métiers ou pays, les choses ne sont pas forcément là où on les attend, on va mettre des plans d'action en place. Donc en fait, on va dire que la curiosité, elle peut être dans les deux sens. Oui, c'est une curiosité que l'on va chercher et une curiosité qu'on veut aussi partager et diffuser. Exactement. C'est exactement ça. Félicitations. D'un point de vue valeur, finalement, ajoutée, intérêt que vous voyez à la curiosité pour une entreprise, notamment en matière de recrutement, d'attractivité, comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous constatez finalement comme bénéfice à tout ça? Je pense que essayer d'exprimer ce que l'on fait, essayer de montrer c'est quoi ces 300 métiers, c'est pas toujours facile. Oui. Donc, parce que justement, surtout dans un groupe comme le nôtre, vous avez des métiers dans le commerce, du retail, des traders, de l'IT, de la cybersécurité, de l'immobilier, de l'automobile. Donc, c'est très, très vaste. Donc, comment est-ce qu'on arrive à rendre les gens curieux par rapport aux cibles que les gens recherchent ou par rapport aux cibles de ce que nous souhaiterions recruter. Donc, on va être plutôt à apporter des éléments spécifiques, et puis aussi à être peut-être plus explicite dans ce que l'on fait. Donc, en 2023, on a lancé une campagne justement qui s'appelle Unexpected Jobs, où on a mobilisé les collaborateurs sur la base du volontariat pour expliquer ce qu'ils font dans leur quotidien, mais avec des mots différents, parfois un peu décalés. Donc, on avait des gens qui se sont dit moi, je suis bodyguard digital, je suis human catalyst. Enfin, voilà. Donc, il y a eu, et ça a eu plusieurs effets. D'abord, ça a été entre équipes, aller trouver, être curieux et se dire comment est-ce que je peux me décrire. Donc, ça, c'est intéressant. Le mettre sur LinkedIn, ça a été extraordinaire. Donc, ça veut dire que du coup, ça a poussé des gens à se dire tiens,
c'est quoi ces postes chez BNP Paribas. Et donc, ça a fait un formidable, je dirais, mouvement d'engagement des collaborateurs et de grande fierté de se dire que finalement, on était capable aussi de parler de ce que nous faisions de façon différente, parfois un peu décalée, mais qui du coup renvoyait de la part de l'interne et de l'externe surtout une autre image peut-être plus positive de ce que nous faisons dans une banque qui parfois est un peu pas toujours connue. Oui, parce que parfois peut-être un peu moins tangible que d'autres métiers ou très technique quand même, que ce soit en termes de réglementation ou ne serait-ce que de contenu de chacun des produits, c'est quand même pas forcément évident d'appréhender tout ça. Tout à fait. Le présenter de manière un peu nouvelle, Voilà. mais quand même extrêmement intéressant. D'accord, ok. Dans le groupe justement, en termes de matérialisation de concret sur comment se crée cette curiosité, quels sont les exemples les plus prégnants ou ceux qui vous retiennent votre attention, j'allais dire, ou dont vous êtes particulièrement fiers? Je pense qu'il y a des exemples, justement, quand on dit qu'on interroge nos collaborateurs sur tout ce qui est inclusion. On veut s'assurer que ça se vit dans l'entreprise, tout ce qui est diversité et inclusion. Et donc, on a depuis de nombreuses années, c'est des sujets qu'on porte depuis 2004, donc ça fait maintenant un certain nombre d'années. Et on a favorisé aussi les réseaux de collaborateurs internes. Parce qu'on sait que les collaborateurs, non seulement ils viennent pour leur travail, mais ils ont aussi pour eux des causes sur lesquelles ils veulent participer. Et donc, on favorise ces réseaux collaborateurs. Donc, on a des réseaux collaborateurs. Le plus ancien a été celui sur la mixité, donc qui a été créé en 2005. On a des réseaux de collaborateurs sur les générations, WeGeneration. On a sur le handicap, Ability, sur Cultural, sur la ethnicité et la culture. Et puis, on a aussi Pride, sur tout ce qui est orientation affective, orientation sexuelle. Et typiquement, ces réseaux, ce qu'on cherche, c'est de s'assurer que, ils portent les challenges qui évoluent avec le temps. Oui. Dans ces réseaux-là, ce sont des collaborateurs qui viennent de différents métiers. Donc, quelque part, ils apprennent aussi à se connaître, à connaître c'est quoi les métiers d'à côté. Donc, ça favorise aussi, d'une façon curieuse, la connaissance du groupe. Et puis aussi, on fait en sorte qu'ils puissent, entre réseaux, porter des événements ensemble. Ouais. Donc, parfois, ils vont faire un événement ensemble. Mixité et Ability vont faire un événement ensemble. Et là aussi, ça leur permet de s'ouvrir et d'être curieux sur les autres dimensions. Celui qui sont sur la mixité va s'ouvrir au sujet du handicap ou au sujet de l'orientation sexuelle sur lesquels, spontanément, ils ne se seraient pas forcément tout de suite ouverts puisqu'ils étaient d'abord dans leur propre sujet. Donc, c'est aussi ça qui fait que les gens s'ouvrent, les gens se familiarisent avec un certain nombre de choses et nous on sensibilise, je dirais on sensibilise notamment, je parle de la sensibilisation sur le sujet du handicap puisque la semaine dernière on a fait aussi un événement avec une artiste un peu décalée, handicapée, qui était extraordinaire. On a eu près de 900 collaborateurs qui se sont connectés. Ouais. Et c'est une façon de montrer qu'on peut vivre avec du handicap invisible. 80% du handicap est invisible. Et donc, c'est rendre les gens curieux là-dessus pour encore mieux accepter toutes ces différences au sein de l'entreprise et rendre une entreprise curieuse et inclusive. D'accord. On sent qu'il y a systématiquement un bénéfice mutuel pour tout, pour l'entreprise, pour le collaborateur. À faire preuve de curiosité en fait. C'est cette notion de bénéfice mutuel est très très intéressante. Et puis on va aussi pousser le fait que ça soit pris à tous les niveaux de l'entreprise, puisque chaque réseau de collaborateurs, certes moi DRH je les accompagne tous, mais on demande à ce qu'un membre du COMEX sponsorise un réseau de collaborateurs. D'accord. Et donc là, de la même façon, on va faire en sorte qu'un membre du COMEX s'intéresse et non seulement s'intéresse, mais supporte, au sens supportif du terme, un réseau de collaborateurs et l'aide à se développer. Donc, vous voyez, on le fait tant de niveau hiérarchique que de niveau transversal, on va dire. Donc, c'est un peu ça qui fait qu'on anime cette curiosité et cette inclusion à tous les niveaux. D'accord. Ça fait un engagement mutuel, en fait. Enfin, il y a de l'engagement à tous les niveaux et pour tout le monde, finalement, on va participer à cette curiosité via ces réseaux. D'accord. Très, très intéressant. En termes quand on parle de curiosité, on parle aussi beaucoup d'innovation. Enfin, très très vite, c'est quelque chose qui vient, qui tilte dans la tête de tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à partager comme conditions de succès pour justement faire que les initiatives soient innovantes, que la curiosité, contribue à cette innovation? Je pense qu'il faut bien sûr pousser à ne pas rester dans les sentiers battus. Il faut sortir des sentiers battus, ça c'est le premier sujet. Et puis
le deuxième sujet aussi, c'est de ne laisser personne au bord de la route. Hein. Quand on parlait d'IA et autres, il faut s'assurer que tout le monde est acculturé et autres. Donc ça aussi, c'est des sujets qu'on suit pour s'assurer que même ceux qui, à un moment donné, se diraient non, c'est peut-être pas pour moi, on s'assure quand même que, quelque part, l'innovation puisse être partagée à un minimum. Oui. Et puis, on travaille beaucoup aussi sur les méthodes agiles. Ça veut dire qu'après, on est plutôt dans des logiques d'équipe. C'est d'assurer que l'innovation, il faut aussi qu'elle se mesure. Oui. Et donc, la mesure dans les méthodes agiles, on a un équipe BI, mais on parle beaucoup d'OKR. C'est des objectifs and key results qui sont à des niveaux beaucoup plus fins et qui permettent, comme on dit toujours, non pas d'attendre la fin de l'année, mais de se dire, quand je débute l'année, quel va être mon OKR qui va devoir progresser tout au long de l'année pour m'assurer que je progresse vraiment. Oui, et d'avoir des objectifs intermédiaires qui contribuent. Exactement. À la fin de Exactement, voilà. Et donc, c'est tout ce travail qui n'est pas évident. Moi, je l'ai fait avec mes équipes. En RH, on l'a fait, on a des OKR. Mais c'est justement de définir quelle va être la mesure qui va nous permettre de nous dire que, oui, on a progressé, tous les mois ou tous les 3 mois, pour atteindre quelque chose en fin d'année. Et donc, c'est un travail sur soi qu'il faut faire avec tous les managers et qu'il faut ensuite diffuser. C'était pas un travail évident, c'est pour quelle raison? Parce que vous avez des métiers qui savent trouver des mesures et des métiers qui, pour lesquels c'est naturel. Quand vous faites du risque de crédit, la mesure, on l'avait quasiment automatiquement. Dans des métiers plus comme la communication, les RH ou d'autres sujets, la mesure, quand vous touchez l'humain, est pas toujours évidente. Et donc, c'est de trouver les bonnes mesures avec un certain nombre de points qu'on va identifier comme étant ceux sur lesquels on devra travailler pour mieux répondre aux attentes de nos collaborateurs. D'accord. On a parlé de pas mal de sujets autour des RH, mais finalement, maintenant qu'on est en plein dans la curiosité, les grands défis de la direction des ressources humaines de BNP Paribas, pour cette année, les années à venir, quels sont-ils? Et en quoi la curiosité va aider à y répondre ou à relever ces défis? Je pense qu'on voit bien autour de nous tout ce qui bouge, au-delà des sujets géopolitiques qui peuvent venir perturber un peu les choses. Ce qui bouge aussi, c'est tous les enjeux technologiques. Les enjeux technologiques, l'IA générative, que là aussi, il y a aussi des différences entre l'IA générative. L'IA, on l'utilise depuis déjà nous 2016. L'IA générative, elle a un peu été dans le domaine public depuis 2023. Donc, on voit bien que tout ça, ça va faire évoluer les choses. Je pense progressivement, comme l'a été le digital, mais c'est comment on va maîtriser cette évolution-là, comment on va s'assurer que justement nos collaborateurs sont acculturés à minima. Donc on a lancé d'ailleurs l'année dernière un module d'acculturation qui spontanément, on a maintenant plus de 12 000 collaborateurs qui y sont allés pour déjà, c'est quoi la différence entre l'IA et l'IA générative, c'est quoi moi en tant que collaborateur ou individu, sur quoi je dois faire attention. Donc ça, je pense que ça, il faut vraiment que tout le monde ait ce minimum. Ensuite, il faut identifier dans certains métiers, certaines fonctions, ceux qui auront besoin de plus pour justement participer à cette transformation, parce que ça va transformer les choses, tant vis-à-vis des clients que de nos métiers. Et donc, je pense que l'évolution, elle va être autour de ça. L'IA générative va encore apporter des choses. On voit que ça bouge un peu encore tous les jours parce que c'est une IA apprenante. Donc, on se rend compte que ça va continuer de s'impliquer dans l'entreprise. Ce que je pense aussi, c'est que l'IA générative, on voit bien qu'elle ne va pas décider d'elle-même. En fait, l'IA générative, on voit bien que c'est plutôt comme un super assistant pour les collaborateurs. Et donc, la question qui va se poser demain, c'est que finalement, si tout le monde demain a, on va dire, un minimum de savoir-faire technique, parce que ça lui sera apporté par de l'IA générative sur lequel il devra quand même contrôler ce qui en sort, la différence va se faire beaucoup par les soft skills. Clairement. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi de s'assurer qu'on apporte à nos collaborateurs toute cette dimension comportementale qui fera la différence demain, tant vis-à-vis des clients qu'au sein de l'entreprise dans les interactions des uns et des autres. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, les gros enjeux, ils sont principalement là-dessus. D'accord. Donc, c'est pas juste de former les gens ou de les acculturer à ce qu'est l'IA générative, mais c'est aussi les enrichir des autres soft skills, comme vous disiez, pour bien appréhender l'IA générative, bien l'utiliser, peut-être pas tomber dans ses travers et garder son libre arbitre quelque part sur tout ça. C'est ça, son libre arbitre en termes sur le fond. Et puis, en fait, ce qui va changer, c'est aussi la forme dans laquelle les gens vont interagir. Parce que c'est quand même ça qui va faire que l'humain va rester au centre
sera au centre et qui fera que justement l'humain sera toujours là avec sa curiosité supplémentaire à ce que lui apportera l'IA. Donc j'étais en train de dire que demain, la curiosité et l'audace seront, je dirais, extrêmement importants et ouvriront le champ des possibles au-delà de ce que l'IA générative pourra apporter à chacun. D'accord, je garde la curiosité et l'audace. C'est un couple qui marche très très bien, je trouve. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses, Sophia. Bonne journée. Merci à vous. Merci Guillaume. À bientôt.